Il y a quelque chose qu'on entend souvent à propos de certains joueurs de football, c'est que c'est des joueurs physiques. Or, regardez Paulinho, Sissoko, Casemiro, c'est des joueurs physiques. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut vraiment dire quelque chose? Est-ce que ça a un sens de parler comme ça? Hey, j'espère que vous allez bien, j'espère que le confinement se passe pour le mieux, j'espère aussi que vous utilisez le dialogue pour régler toutes ces petites tensions qui peuvent survenir quand on passe autant de temps enfermé avec les mêmes personnes. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un thème qu'on élude soit complètement dans l'analyse footballistique parce qu'il est presque tabou, ou alors à l'opposé, on en fait beaucoup trop. C'est le physique des joueurs. Et on va commencer avec un premier raccourci qui dit que les joueurs forts physiquement, c'est forcément des joueurs solides, hyper imposants. C'est peut-être basique, mais pour arriver dans l'élite du football, il faut être fort physiquement. C'est un prérequis. En ce sens-là, le football n'est pas différent d'autres sports. On a affaire à des athlètes. Il suffit de se rendre au stade et de voir les joueurs de près pour se rendre compte que les footballeurs ne sont pas comme vous et moi physiquement, ils sont beaucoup plus affûtés. Ils ont des qualités physiques qui sont vraiment indéniables. En revanche, ce terme fort physiquement que j'ai employé environ 12 000 fois depuis le début de la vidéo, il ne désigne pas le fait d'avoir des footballeurs qui seraient grands, solides, imposants. Il désigne la capacité des footballeurs à répéter les efforts, à avoir une endurance. C'est ça, un footballeur qui est fort physiquement, et en ce sens-là, tous les footballeurs ils sont forts physiquement. Quand on parle de la disparition des numéros 10, qu'on a vu dans le début des années 2000 et qui actuellement sont vraiment une espèce éteinte, on parle de footballeurs qui n'avaient pas forcément ce coffre-là. Quand Van Gaal dit à Juan Román Riquelme avec le ballon, t'es le meilleur joueur du monde, mais sans le ballon, t'es une calamité, il désigne cette incapacité de l'Argentin à répéter les efforts encore et toujours. On dit souvent que les deuxièmes divisions, le Championship, la Ligue 2, la D2 espagnole, c'est des divisions de bouchers. Mais est-ce que c'est plus difficile de survivre dans ces boucheries ou de survivre au plus haut niveau en D1, là où l'intensité est beaucoup plus élevée? Parce que c'est prouvé par une étude de 2019 que l'intensité de la première division est supérieure à celle de la deuxième division. Quand vous arrivez en D1, vous avez affaire à des joueurs qui pensent plus vite, qui exécutent plus vite parce que techniquement ils sont meilleurs et du coup tout se passe plus vite, vous devez courir et répéter les efforts à une intensité qui est plus grande. Du coup, les joueurs qui ne sont pas forcément imposants, les Xavi, les Iniesta, parce que c'est un peu les exemples paradigmatiques, mais on peut même citer James Milner qui ne fait pas 2,90 m, ils ne sont pas forts physiquement ces jours-là, mais bien sûr qu'ils le sont, parce qu'ils ont une capacité incroyable à répéter les efforts. Dans le jeu de position du Barça, vous devez sans arrêt être sur vos gardes parce que vous devez proposer une solution. L'intensité, elle est très très haute parce que le jeu se passe à très très grande vitesse et Xavi et Iniesta, ils n'avaient aucun problème à suivre le rythme. De même, un joueur comme Luka Modric, si on voit la Coupe du Monde 2018 qu'il fait, ou en prolongation, c'est systématiquement le meilleur joueur de son équipe, parce qu'on a l'impression que c'est le seul à ne pas ressentir la fatigue du tout, et ben on peut affirmer que Modric physiquement c'est un joueur incroyable. Il a une capacité à répéter les efforts et une endurance absolument folle. Quand on oublie de considérer l'endurance au moment d'évaluer le physique des joueurs, je trouve qu'on commet par exemple la même erreur qu'en tennis quand on dit « mon fils c'est le joueur le plus imposant du circuit ATP ». C'est vrai que mon fils physiquement il est très très impressionnant, mais au moment de considérer l'endurance, un joueur comme Djokovic, je crois que c'est lui le meilleur parce que c'est lui qui est capable de jouer 5 heures. Et c'est la même chose avec les centraux par exemple. Les centraux, c'est les joueurs les plus costauds du football, mais est-ce que ce sont vraiment eux qui sont le plus impressionnants physiquement en termes d'endurance? Pas forcément, parce que les centraux, c'est les joueurs qui courent le moins dans le match. Et vous avez des centraux par exemple qui sont très très grands, mais qui ont très très peu d'élasticité, qui sont très très lents. Je pense typiquement au Per Mertesacker ou au Diego Godin. Les attaquants c'est la même chose, les avant-centres c'est la même chose. On a eu cette mode des avant-centres très très grands, mais les avant-centres c'est parfois des joueurs qui n'avaient pas la plus grande des coordinations et c'est aussi des joueurs qui dans le match courent assez peu. Ils courent à une grande intensité quand il le faut, mais ils courent assez peu. Comparé au milieu de terrain qui doivent chaque fois répéter les efforts, je trouve que les centraux et les avant-centres, c'est pas forcément des joueurs qui se situent au-dessus physiquement parlant. Mais encore une fois, il faut considérer le physique de manière plus large. Et puis, vous allez voir que limite courir, on s'en fiche. L'étude de 2019 dont je vous parlais avant, elle démontre le fait qu'il n'y a pas de corrélation entre le fait de courir plus que son adversaire et gagner des matchs. Il n'y a pas de corrélation. Quand on brandit les kilomètres parcourus après un match pour expliquer le fait qu'une équipe elle a gagné ou perdu, c'est une manière absolument erronée de procéder parce qu'il n'y a pas de corrélation. Vous pourrez vous dire oui mais alors quid de l'intensité? L'intensité c'est un peu notre nouveau dieu footballistique dans l'analyse. Une équipe plus intense, forcément elle gagne dans certaines consciences. Et bien la même étude, elle démontre qu'il n'y a pas non plus de corrélation entre l'intensité et le fait de gagner des matchs. En fait,
les joueurs de foot passent 1/8 de leur match à courir. Le reste du temps, ils sont plus dans des phases de repos. Ils courent, ils trottinent. On va dire ils trottinent plus qu'ils courent. Donc voilà, 7/8 du temps, les joueurs de foot sont en train de se reposer et les courses à haute intensité, elles occupent une petite partie de ces 1/8 du temps des joueurs. Et là, vous allez me dire, oui, mais c'est juste une question de sémantique. Le terme fort physiquement, le signifiant autrefois, il désignait des joueurs forts, solides, le signifiait, et toi, tu as changé ce signifié en remplaçant ça par des joueurs endurants. Au final, le terme fort physiquement, il est toujours en vigueur. Mais vous allez voir que ce terme, il peut encore désigner autre chose. Il est vraiment hyper large parce que les qualités physiques des joueurs, ça ne se résume pas seulement à leur force physique, on va dire force des muscles ou la taille, mais ça ne désigne pas non plus l'endurance, c'est encore plus large. Prenons l'exemple de Riqui Puig. Riqui Puig, vous le connaissez peut-être, c'est un grand espoir du Barça, il joue actuellement au Barça B et il fait 1,69 m pour 56 kg. Il fait la même taille que Messi pour 16 kg de moins. C'est une petite crevette quoi. Du coup, il y a des gens qui doutent du fait qu'il puisse s'imposer dans l'élite parce que sa constitution physique elle est vraiment très frêle. Ce dont on est en train de se rendre compte, c'est qu'en Segunda B, 3e division espagnole dans laquelle le joueur officie, eh ben, il est en train de faire parler ses qualités physiques. Parce qu'en fait, allié à sa technique, son physique, il est en train de lui permettre d'échapper au tacle assassin de ses adversaires. Le contrôle orienté, la phase technique, suivi du fait qu'il a une très bonne foulée, hein, il est très bon sur les premiers mètres, eh ben, ça lui permet d'être plus vif que tout le monde. Et voilà une qualité physique du joueur qui se manifeste, alors qu'on pourrait juste dire Riqui Puig physiquement, il est nul. Eh ben non, physiquement, grâce à son physique, grâce à ses caractéristiques physiques, il arrive à s'en sortir et à survivre. Et c'est la même chose pour un joueur comme Neymar, par exemple. Neymar, on peut dire physiquement pas du tout incroyable, son physique même lui joue des tours, mais les premiers mètres de Neymar, ils sont absolument fous, ils sont dantesques, il dépose une quantité d'adversaires incroyable sur les premiers mètres, et même quand vous lui tirez le maillot, même quand vous avez déstabilisé le joueur, il va plus vite que vous. Et c'est quelque chose qui était impressionnant au Brésil quand il jouait à Santos. Les adversaires étaient vraiment mal intentionnés à son égard parfois, mais grâce à ses premiers mètres, il se défaisait de ses joueurs après avoir placé son dribble. Les premiers mètres de Riqui Puig, les premiers mètres de Neymar et évidemment ceux de Lionel Messi. Lionel Messi, c'est même un joueur qui est encore plus complexe physiquement. Un joueur de Getafe, une équipe qui est réputée pour son jeu rugueux, il disait récemment que bousculer Messi, c'est hyper difficile parce qu'il tient sur ses pattes. Vous pouvez vraiment lui faire des tacles appuyés, vous pouvez vraiment aller fort de l'épaule contre le joueur, mais il tient debout et il est même capable de continuer ses courses. Et les attributs physiques de Messi, ils sont constitutifs de son succès en tant que footballeur. C'est Johan Cruyff qui disait qu'il est tellement petit que du coup il doit enchaîner énormément de foulées, mais ça lui permet à chaque nouvelle foulée de changer de direction, et ça c'est des choses que les adversaires peuvent pas faire parce qu'ils ont des foulées plus grandes, et du coup la fréquence à laquelle ils changent de direction elle est beaucoup plus élevée, et c'est exactement ce qui se passe aux défenseurs quand ils doivent défendre sur Messi. Ils ont un centre de gravité plus haut aussi, ce qui n'aide pas forcément à changer de direction. Et puis Messi, il faut dire, il a une vitesse assez incroyable. Vous comprendrez alors qu'un joueur fort physiquement, c'est pas forcément un Adama Traoré. Il y a plein de façons d'être fort physiquement en tant que joueur de football. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que l'époque footballistique et ses exigences, elles modèlent un peu le genre de profil qu'on a sous nos yeux sur les terrains. Je vous parlais avant de la disparition des numéros 10, des joueurs qui à une certaine époque étaient plus forcément à même de remplir les exigences du football. On est en train de voir, par exemple actuellement, beaucoup d'anciens ailiers devenir latéraux, parce que la vitesse est très importante actuellement quand on est latéral. Avant, on avait plus d'anciens centraux reconvertis en latéraux. Ce qu'il faut noter aussi dans cette évolution des profils en accord avec les demandes du football, c'est que dans un football qui est en train de s'en aller toujours plus du côté des transitions et de la haute intensité, je pense que dans les prochaines années, on aura besoin de profils capables de produire plus de courses à haute intensité. En conclusion, pourquoi est-ce qu'on entend encore beaucoup les joueurs forts physiquement, c'est forcément les joueurs de 2 mètres 90 kg? Eh bien parce que j'ai l'impression qu'on est encore pas mal dépendant d'une façon d'analyser le football qui dit que pour gagner un match, il faut gagner les duels et il faut courir plus que l'adversaire. C'est faux, ça on le sait, mais c'est pas encore rentré dans toutes les consciences, et du coup, un joueur qui est imposant physiquement, c'est un joueur qui serait capable de gagner des duels, du coup de nous faire gagner un match, et on a tendance un peu à surévaluer positivement ce genre de profil-là. C'est un peu la même chose avec les joueurs techniques. On dit par exemple qu'un joueur technique, c'est un joueur qui sait faire des dribbles, alors que la technique en soi, c'est avant tout réussir une passe. Un joueur qui sait dribbler mais qui ne sait pas réussir une passe, c'est beaucoup moins utile que l'inverse. Toni Kroos, qui oserait dire que c'est pas un joueur technique, pourtant il n'a pas dû réussir beaucoup de dribbles dans sa vie.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui j'espère vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et aussi à laisser un commentaire sur ce que vous pensez de ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je vous ai exposé? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Je vous lis toujours avec beaucoup de plaisir et d'intention. Nous, on se retrouve dans une semaine. D'ici là, portez-vous bien. Continuez à ne pas sortir. Allez, à toutes!